Alors, l'ECMO, comme ça a été un peu suggéré dans les topos précédents, ça a été finalement l'utilisation de l'ECMO, ça a été essentiellement pour à visée de support ventilatoire, plus que de support cardiaque. Donc, on a principalement, au cours de cette première vague, utilisé de l'ECMO véno-veineuse qui va vous apporter un support uniquement pulmonaire. Alors, au début de l'épidémie, on a guetté, avant que l'épidémie arrive chez nous, on a regardé un peu ce qui a été fait chez nos voisins européens. Et sur ces premiers papiers qui ont été publiés très rapidement, des grosses séries de réanimation, on a été assez surpris de voir que dans des équipes qui sont largement entraînées à cette technique et qui sont très actifs dans le domaine de la recherche sur cette technique, et ben finalement l'utilisation de l'ECMO, alors que les malades semblaient très graves, puisque sur cette grosse population de plus de 1500 malades, vous avez 88% de malades qui sont ventilés, donc qui témoignent quand même d'une certaine gravité dans un moment où le système de santé déborde, avec des niveaux de PEP qui sont très élevés pour des SDRA. Et ben vous voyez que l'utilisation de l'ECMO a été relativement faible dans cette région de Lombardie, pourtant aguerrie à cette technique. Alors, clairement, au début de la pandémie, il y a eu une méfiance vis-à-vis de l'utilisation de l'ECMO. D'abord parce qu'on affrontait une nouvelle maladie dont on ne connaissait pas le pronostic. Deuxième chose, le système de santé a été rapidement débordé. On a rapidement aussi eu besoin de lits de réanimation et on commençait à en manquer. Et donc, il y a sûrement eu une peur au départ d'avoir des bed blockers. C'est-à-dire, on sait que ces malades-là ont des DMS qui sont très longues en réanimation, et la peur d'avoir finalement un malade qui va rester 20, 30 jours, 40 jours accroché à des canules relativement stables pour finalement un pronostic très incertain. Et donc ça a probablement contribué à la méfiance initiale vis-à-vis de l'ECMO. D'autres facteurs ont contribué, en absence d'études et de cohortes avec un certain nombre de malades. Finalement, chacun est allé de sa petite anecdote, en particulier sur les réseaux sociaux, son point de vue personnel, est-ce que je pense que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas. Et donc finalement, on a eu une grande méfiance de l'ECMO au départ avec la diffusion. On a eu de la diffusion, par exemple, que le virus passait à travers la membrane de l'ECMO, et donc il y avait un risque d'aérosolisation du virus pour les soignants. On a eu des éditoriaux qui ont dit que l'ECMO allait déclencher une réaction inflammatoire avec une exacerbation de l'IL-6 dans une maladie qui est déjà médiée IL-6, donc ça pouvait être relativement néfaste. Et donc pour le début, en tout cas, il y a eu une méfiance vis-à-vis de l'ECMO. Et puis il y a eu l'expérience chinoise qui a rapporté sur des petites études vraiment toutes petites, monocentriques, de centres qu'on ne connaît pas, on ne sait pas s'ils sont très expérimentés là-dedans, avec des résultats globalement catastrophiques. 94% de mortalité sur les dernières systématiques reviews qui sont faits à base d'études observationnelles de 3-4 malades. Et puis est arrivée enfin une première étude avec un certain volume. Alors on n'est pas dans les études de cardiologie à beaucoup de malades, mais c'est 40 patients extrêmement sévères qui ont un SDRA. Et donc c'était reporté par cette étude américaine qui reporte finalement leur pratique avec l'utilisation d'une ECMO, mais une ECMO pas vraiment habituelle. C'est pas l'ECMO habituelle qu'on connaît, l'ECMO véno-veineuse, avec 2 canules. Cette fois-ci, ils ont utilisé une seule canule, et c'est la canule Protect du haut, où la canule est poussée jusqu'à l'artère pulmonaire, ce qui vous donne finalement un support ventilatoire, mais également un support cardiaque droit, qui pourrait être intéressant dans cette configuration. Et donc sur ces 40 malades, ils ont géré ces malades de façon un peu inhabituelle, en tout cas pour nous, réanimateurs qui faisons pas mal d'assistance, à savoir qu'ils avaient des malades relativement sévères, des SDRA, et eux, leur préoccupation, c'était de les extuber rapidement pour pouvoir les réhabiliter, avec un gros programme de kinésie, et finalement avec un succès de l'extubation de chez ces malades, puisque 88% d'entre eux ont été extubés sur une médiane de 13 jours de ventilation. Ils ont donc été extubés sous machine, sous assistance. Ils n'avaient plus la ventilation invasive. Et donc, ils ont pu rentrer dans un programme de réhabilitation actif, de les bouger, de les faire marcher, etc. avec l'assistance. Et in fine, ils obtiennent de très bons résultats en termes de mortalité, avec un management qui est globalement assez à contre-courant de ce qui est fait actuellement.
Nous, on a fait du management plutôt classique, du SDRA, et on a reporté les résultats de Sorbonne Université dans ce papier dans le Lancet Respiratory publié il y a quelques semaines. Et donc, on a eu 492 patients en réanimation sur Sorbonne Université, sur les services de réa, et on a eu 83 patients qui ont eu une ECMO véno-veineuse dans ce cadre. On a d'emblée, face à la multitude de coups de téléphone qu'on recevait par jour pour des demandes d'assistance, clairement un peu restreint les indications, mais surtout on les a précisées en disant que ça n'allait concerner que les patients de moins de 70 ans qui étaient ventilés depuis moins de 7 jours, puisqu'on sait que c'est des facteurs qui sont clairement retrouvés dans la littérature, dans l'assistance. Et on allait appliquer strictement les critères EOLIA, qui est l'essai randomisé qui fait référence dans le domaine. Et donc il y avait 3 critères qu'on va peut-être pas détailler, mais donc soit une hypoxémie très sévère, catastrophique, avec un rapport P sur F inférieur à 50 pendant plus de 3 heures, soit vous aviez un P sur F inférieur à 80 pendant plus de 6 heures, soit vous aviez une acidose respiratoire réfractaire. Et donc on a appliqué strictement ces critères avec l'obligation pour les centres de faire du décubitus ventral avant de penser à l'ECMO, parce que le décubitus ventral s'était fait localement, ça ne coûte rien, et il n'y avait pas besoin d'une débauche de moyens importante. Et donc 83 malades, voici donc ces patients, c'est des patients extrêmement jeunes, vous voyez la médiane est à 50 ans, une prédominance d'hommes, mais ça c'est classique dans la Covid-19, plutôt des patients en surcharge pondérale avec un BMI médian à 30, de nombreuses comorbidités chez ces patients, mais ça aussi c'est assez classique dans les formes sévères de Covid-19. Et vous voyez que c'est des malades qui ont été cannulés après 4 jours de ventilation mécanique, et une grande partie d'entre eux, 73% d'entre eux, ont été rapatriés sous assistance dans le bâtiment pour gérer et manager ces patients. Donc ils ont été cannulés à l'extérieur et ramenés secondairement chez nous. Vous voyez que dans la proportion d'utilisation de l'ECMO véno-veineuse, enfin de l'ECMO, elle est majoritairement véno-veineuse. L'utilisation d'une ECMO véno-artérielle, donc qui va apporter un support pulmonaire et cardiaque, ou l'utilisation d'une VAV qui amène également un support pulmonaire et cardiaque, c'est relativement anecdotique. Donc la très grande majorité de l'assistance dans la Covid-19 a été de l'ECMO véno-veineuse. Ces malades étaient extrêmement sévères, un SDRA extrêmement important, tous ventilés en FiO de 100%, des hauts niveaux de PEP, une fréquence respiratoire poussée à son maximum, le niveau de pression intrathoracique également. Et la plupart de ces malades-là, et c'est ce qui fait en fait un peu la force de cette série, c'est qu'on a vraiment poussé, entre guillemets, un peu à l'extrême, on a poussé jusqu'au bout ces patients avant de se décider de mettre une assistance, à savoir que la quasi-totalité d'entre eux ont eu des curares et la très très grande majorité d'entre eux ont eu du décubitus ventral. Alors quel est le pronostic finalement de ces malades ? Eh ben, on partait un petit peu dans le vide, parce que les résultats chinois n'était pas de bon augure, mais on a appliqué finalement ce qu'on sait faire avec les autres SDRA, les SDRA d'autres étiologies. Et donc vous voyez que ça vous représente sur 90 jours finalement la proportion des malades qui vont décéder en rouge foncé, la proportion des malades qui vont vivre et sortir de la réanimation, puisque c'est ça l'objectif quand même, la proportion de malades qui sont sevrés de l'ECMO mais qui vont rester en réanimation, et les malades qui sont encore sous ECMO. Alors le premier message, si on regarde cette figure globalement, c'est que dans cette pathologie, et plus particulièrement dans ces formes graves sous assistance, si vous n'êtes pas patient, vous n'allez avoir aucun survivant. Vous voyez qu'il y a énormément de malades qui vont commencer à sortir de réanimation après J40, J50, J60. Donc clairement, c'est l'école de la patience, et il va falloir gérer les complications au fur et à mesure, tout en se disant que l'objectif est la sortie du patient, et on va essayer d'y arriver. Et finalement, quand vous prenez un outcome à J60, vous voyez que la mortalité de ces malades-là est de l'ordre de 31%, ce qui est relativement acceptable compte tenu de la sévérité extrême de ces patients. À J90, ça monte un peu à 36%, mais globalement, on est entre 30 et 35%. Alors, qu'est-ce qui différencie la prise en charge de ces SDRA sous assistance versus un SDRA d'autres étiologies, pneumonie à pneumocoque, légionnelle ou que sais-je? Eh ben, on a comparé donc ces patients avec le groupe qui avait reçu de l'ECMO dans l'essai EOLIA. Et donc d'emblée, c'est des malades plus jeunes.
beaucoup moins d'immunodéprimés, mais ça c'était du fait de notre restriction des critères d'inclusion pour avoir accès à l'ECMO dans ce contexte de surcharge du système hospitalier, des patients plus gros globalement, des malades d'une même gravité, mais on les a cannulés un peu plus tard parce qu'on a obligé les centres à essayer le décubitus ventral pour pouvoir se passer de l'ECMO, des malades extrêmement sévères, vous voyez un rapport PaO2 sur FiO2 aux alentours de 60 à la cannulation. On les a mis de façon très fréquente en décubitus ventral avant l'ECMO, mais également pendant l'ECMO, ce qui a été un peu la particularité de prise en charge de ces patients. On les a beaucoup retournés sous ECMO en leur faisant des séances de décubitus ventral pendant 16 heures. Peut-être aussi parce qu'il y avait une grosse population d'obèses, et on sait que c'est des malades qui répondent souvent bien au décubitus ventral. En termes de complications, ces patients ont saigné beaucoup, mais finalement pas énormément, pas plus que ceux dans le groupe Eolia. En revanche, on avait décidé d'emblée de faire une anticoagulation curative pour ces malades compte tenu du risque thrombotique qui est extrêmement important chez ces malades très inflammatoires. Et bien malgré ça, on a eu 19% d'embolie pulmonaire objectivée et un petit peu plus en termes de chiffres d'hémorragie intracrânienne, peut-être relié avec le fait d'avoir utilisé une anticoagulation beaucoup plus haute. Ces patients vont beaucoup s'infecter, mais probablement c'est lié à leur durée de séjour qui est extrême, avec des malades, vous voyez, quand je vous disais que c'est l'école de la patience, dans le groupe Eolia, les malades qui avaient une ECMO, ils avaient une ECMO pendant environ 11 jours, et ben dans le groupe Covid, c'est 20 jours en médiane, avec des extrêmes, le troisième quartile est à 40 jours, et ce qui vous fait des durées sous assistance extrêmement longues, des durées d'hospitalisation en réanimation qui sont en médiane d'un mois et demi, enfin un peu plus d'un mois, et une mortalité à J60 si vous êtes patient de l'ordre de 31%, ce qui est tout à fait comparable finalement avec l'outcome qu'on obtenait dans des SDRA d'autres origines. Donc en conclusion, finalement le management et la gestion de ces malades sous ECMO pour un SDRA Covid-19, eh ben, les indications doivent être les mêmes que pour un SDRA d'une autre origine. Il faut appliquer strictement les critères Eolia, d'autant plus si votre système de soins est débordé et que vous avez besoin de lits. Clairement, ça se prépare. Il faut avoir des centres qui sont experts. Et ça a été tout ce qu'on a fait un peu à la va-vite, ce qu'on a fait rapidement plus que à la va-vite dans les premières semaines. Ça a été de réguler finalement l'activité d'ECMO sur l'Île-de-France avec un numéro unique pour avoir exactement les mêmes indications, savoir où sont les machines. Et ça a été fait avec l'équipe de chirurgie cardiaque. Et voilà, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a eu combien d'ECMO finalement posés pendant la période de la première vague de en Covid? France ou Non, chez vous, et combien de VA finalement très peu. en dehors de la RDS ouais. Tout venant, on est à 2-3 VA maximum. Ah ouais. On n'a pas eu plus. Pas de myocardite à ECMOiser? Myocardite, il y en a eu. On a eu deux myocardites sous assistance. Ah ouais, c'est très peu. Hein, Très peu.